Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maxime Clément. Histoire de compléter ce que j'ai mis dans la vidéo Extinction Soumission, je voulais revenir sur un événement qui s'est déroulé en 1987, parce que c'est une date clé et c'est une date importante, ce qui nous permettra de mieux comprendre évidemment tout le baratin écologique et tous les bobards qu'on est en train de nous asséner, notamment sur le réchauffement climatique, l'urgence écologique. De quoi je veux parler? Je vais simplement vous raconter comment Edmond Rothschild a réussi à se faire payer par 179 gouvernements en surface immobilière. Comment il a réussi à s'accaparer pratiquement plus de 30% de la Terre. Parce que aujourd'hui, c'est bien plus que 30% que Edmond Rothschild possède. Eh bien, c'est bien simple. Je vais vous raconter cette histoire puisque je crois qu'elle va vous éclairer sur les événements d'aujourd'hui. Edmond Rothschild avait déclaré sans fondement lors du 4e congrès mondial pour les milieux sauvages, bien entendu je viens de le dire en 1987, que le CO2 était la cause d'un réchauffement mondial. Et que de le combattre nécessitait des moyens, de l'argent, mais principalement notre argent. Il a fondé en anglais le World Conservation Bank, c'est-à-dire la Banque mondiale pour la conservation de la nature. En 1991, cette banque a été renommée le Fonds pour l'environnement mondial. Vous allez retenir tout ça. Le but de cette institution était de prêter de l'argent, parce que de toute façon elle existe encore, donc on peut même dire, était et est de prêter de l'argent aux pays les plus pauvres. Cet argent est imprimé par le FMI à partir de rien, et avec la garantie des gouvernements signataires, des 179 gouvernements, dont notamment la France, la République française. Cette institution prend en garantie des zones de milieux sauvages avec des richesses minérales, comme par exemple le bois précieux ou tout ce qui est attractif sur une surface immobilière. L'argent du fonds doit alors être retourné au gouvernement à titre de remboursement pour des prêts versés. Exemple, je prends un exemple. Lorsque nous payons nos impôts, nous voulons savoir pourquoi. Et en réalité, c'est fait pour, par exemple, entretenir les routes, construire des écoles, des hôpitaux, des services publics et tout un tas d'infrastructures qui sont au service du bien public. Donc à partir du moment où un pays ne peut pas rembourser ses emprunts, que ce soit au Fonds pour l'environnement mondial ou pour le FMI ou la Banque mondiale, la BCE par exemple, ou pour une banque centrale, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il doit donner des choses en garantie. Et ces choses en garantie peuvent être dans un premier temps des surfaces immobilières, évidemment, comme nos forêts, ou par exemple nos rivières, nos lacs, nos littoraux, mais ça peut inclure le service public, c'est-à-dire des infrastructures qui normalement doivent servir à l'intérêt du peuple, mais qui va se retrouver littéralement gelé dans sa fonction parce qu'il est hypothéqué. Vous savez, quand vous jouez par exemple au Monopoly, quand vous hypothéquez un bien, vous ne pouvez pas percevoir de loyer dessus. Eh bien, lorsque l'État met en hypothèque ses services publics, par exemple auprès des banques centrales, ou d'une banque centrale, ou par exemple du FMI, ou pour le Fonds pour l'environnement mondial, eh bien, ce service public est littéralement gelé. Il ne peut pas répondre, ce qui est logique en même temps. Et si ce pays ne peut pas rembourser ses emprunts, eh bien, il peut aussi donner des morceaux de territoire aux banques détenues par les Rothschild. Et c'est comme ça que Edmond Rothschild est devenu le dépositaire et le détenteur de plus de 30% de la surface de la Terre. Je ne sais pas si vous imaginez à quoi ça correspond. Et bien entendu, quand un pays ne peut pas rembourser ses emprunts, qu'est-ce qu'il passe? Il est coincé. Et si ce même pays ne peut pas donner des terrains en garantie, eh bien, le pays peut être amené, par exemple, à mourir de faim, tout bonnement, tout simplement. C'est le cas d'Haïti et de l'Argentine, et bien d'autres pays du Moyen-Orient et d'ailleurs. Rothschild, en tant qu'escroc, banquier, bien entendu, a réussi à introduire ce système au sein des Nations Unies lors du sommet de Rio de l'ONU en 1992, grâce à son ami Maurice Strong, qui est un escroc du climat auquel on doit la COP 21. D'accord? C'est un homme d'affaires, c'est un socialiste, c'est un mondialiste, évidemment. C'était un proche de David Rockefeller, parce que ce type est mort, je crois en 2015, mais je ferai une vidéo sur Maurice Strong. Ainsi, ce qui permet en fait au conseil administratif de la banque d'avoir des hauts responsables ministériels de 179 pays qui donnent évidemment leur bénédiction aux Rothschild pour que cette chose puisse être mise en place. D'accord? N'est-ce pas? Il faut le savoir ça. Donc, permet non seulement de prêter de l'argent, on sait par exemple que 100 milliards de dollars par an vont être débloqués auprès de certains pays au cours des 3 prochaines années, dès 2020, avec l'aide de la Banque mondiale. Toutefois, Rothschild, c'est quelqu'un qui voit loin et il ne s'arrête pas là. Car lui et ses associés, en général,
rentrent dans la course et ils prennent aussi parti dans ce deal. Donc les associés de Rothschild, on les connaît, hein, c'est les Warburg, c'est Carnegie, c'est évidemment c'est Soros, on trouve la fondation Ford, les Kuhn, les Loeb, bref, toutes les grandes familles que vous connaissez qui détiennent les richesses de ce monde. Donc, ils prennent donc part à la course. Il y a des gouvernements comme la Chine et l'Arabie Saoudite qui rachètent évidemment énormément de biens en Europe, aux États-Unis. On sait par exemple que les Chinois rachètent nos vignobles, nos châteaux. L'Arabie Saoudite aussi rachète des châteaux, je crois dernièrement ils ont fait l'acquisition de l'Hôtel Dieu. Donc on vend. On vend les biens, les bijoux de famille à nos créanciers puisque ils participent eux-mêmes justement à prêter de l'argent pour toutes ces histoires, notamment là en l'occurrence d'écologie. Nous parlons du Fonds pour l'environnement mondial. Donc là il s'agit évidemment d'une manière de tenir les États, c'est qu'à partir du moment où vous contrôlez le sol, vous pouvez évidemment en disposer comme vous le voulez. Et l'Afrique évidemment est tributaire de ces deals un petit peu foireux, puisque la plupart de ces terres sont probablement engagées auprès du FMI et de la Banque mondiale, puisque la Banque mondiale et le FMI prêtent une tonne d'argent à l'Afrique, et que à partir de là, on peut faire du dumping sur les prix alimentaires. Donc ce qui fait crever l'Afrique de faim, et évidemment vous pensez bien que quand les Africains crèvent de faim, qu'est-ce qu'ils font? Ils émigrent en Europe. Tout simplement, et si les gens de l'Extinction Rebellion pouvaient comprendre une chose aussi simple que ça, à un moment donné, je pense qu'on pourrait converger. Mais pour le moment, on est un petit peu loin du compte. Et c'est pour ça que je fais la suite de cette vidéo, parce que je crois qu'une petite explication s'imposait pour expliquer le pourquoi du comment, et pourquoi parfois les prix alimentaires arrivent à doubler au cours d'une année. Parce que si nous, en France, on trouve que la vie est chère, je peux vous assurer que pour Haïti et pour certains pays d'Afrique, c'est pas tellement mieux. Or, je reviens donc à Maurice Strong, qui était le grand ami, parce qu'il est mort, d'Edmond Rothschild, et qui était un proche de Rockefeller. C'est lui donc qui a été le co-auteur de la Charte de la Terre, n'est-ce pas, qui a été adoptée par l'ONU, sur lequel on a pris des dispositions sur les émissions de CO2. Là, je pense qu'il faut comprendre. Ça va tellement loin que Edmond Rothschild a même déclaré lors d'ailleurs de ce congrès que le CO2 était la cause d'un réchauffement climatique d'origine humaine. Donc par conséquent, il devait être capturé et transporté pour être amené non seulement vers les pôles, sud et nord, mais y compris dans le Sahara pour y réduire les températures. Alors vous trouvez ça absurde, certes, mais ça a été accepté sans discussion lors du sommet des Nations Unies de Rio en 1992. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi à maintenir cette possession et à acquérir toujours plus d'argent. Alors donc, nous savons que Edmond Rothschild crée en 1987 le fameux Fonds pour l'environnement mondial, conçu pour y transférer dans un premier temps les dettes des pays du tiers-monde, en échange de quoi ces pays donnent des terres à la banque. L'idée, par exemple, est que le FMI arrive toujours à créer ce qu'on appelle des droits de tirage spéciaux, qui ne sont en fait avalisés par rien du tout, de façon à ce que les nations en difficulté puissent continuer d'emprunter, c'est-à-dire puissent continuer, ni plus ni moins, d'être esclavagisées, en tout cas les populations en l'occurrence. Ces nations ensuite seront sous le contrôle du FMI, et essayeront tant bien que mal, peut-être, de lutter pour essayer de payer les intérêts de la dette, mais malheureusement, on ne paie pas les intérêts de la dette en empruntant toujours plus. C'est un cercle vicieux. Et on sait par exemple que le FMI peut décider, à tout moment, de cesser les emprunts. C'est-à-dire de, ni plus ni moins, que de vous laisser crever de faim, vous et votre population. À partir du moment où vous ne pouvez plus emprunter, c'est ce qui se passe. Et je pense que la France est dans une situation à peu près similaire. C'est-à-dire que, bien sûr que la France n'emprunte pas au FMI, mais elle emprunte sur les marchés financiers, auprès de la Banque centrale européenne. Évidemment, elle est soumise, si je puis dire, aux mêmes règles que les pays africains. Ce qui explique la dégradation des services publics. N'est-ce pas? Je pense que là, tout le monde peut comprendre ça. D'accord? Puisque à partir du moment où les amortisseurs sociaux ne répondent plus comme les services publics, c'est parce que, dans un premier temps, votre État n'est plus souverain. Cette perte de souveraineté, c'est que il y a un moment donné où votre créancier finit par devenir le propriétaire de l'État-nation en question. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Sur ce, les amis, je vous laisse. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis surtout, faites attention à vous, veillez sur vos enfants et que Dieu vous garde, les amis, et que Dieu vous garde.